bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Oh, vous avez encore les cheveux tout mouillés, vous êtes allés vous baigner. Oh, quelle chance vous avez eue. Et merci maintenant de venir pour ces nourritures intellectuelles que nous vous proposons au Festival Étonnant Voyageur, 36e édition. Je suis contente de faire ce plateau avec Élie, qui sera accompagnée avec Anne pour le reste de l'après-midi tout à l'heure. Et Arnaud en clôture. Et Arnaud en clôture aussi, voilà. Donc, sur ce plateau, que du beau monde. Atik Rahimi, toujours le chapeau vissé sur sa tête, qui va nous parler de ce livre Kabouli, voilà, pourtant je me suis entraînée. Kabouli, voilà, c'est moi, paru aux éditions POL. À côté de moi, Adama Diop, l'Apocalypse d'Adam et Aimé. Et puis, à ma gauche, Laurent Godet, qui est aussi, comme Atik, un grand habitué du festival Étonnant Voyageur. Alors, on a intitulé ce plateau Théâtre du monde. Il faut dire que tous les trois, enfin en tout cas, Laurent, parce que Adama je connais moins, tu compléteras, mais Laurent Godet, il écrit du théâtre, des romans, des nouvelles, des poèmes, des textes d'opéra. Il a eu le prix Goncourt des lycéens avec La mort du roi de Songor en 2002 ou 4. 2. Et aussi prix des libraires. Et puis en 2004, c'était le prix Goncourt des vieux, t'allais dire pour Le soleil d'Escorta, un livre qui a été traduit dans 34 pays. Et puis tu as eu aussi le prix des écrivains du Sud en 2022 pour Chien 51. Et là, aujourd'hui, nous allons parler en quelque sorte de la suite de Chien 51, mais les deux livres se lisent indépendamment, parus aux éditions Actes Sud. Voilà, tu veux dire un mot d'Adama ? Peut-être, je le présenterai peut-être au moment mais dire qu'il écrit assurément pour le théâtre. Alors, et il est aussi pour comédien. Le théâtre. Voilà. Que pour le théâtre pour le moment. Pour le moment. Ah, voilà, pour le moment. Donc, on va suivre. Et puis, Atik Rahimi, lui aussi, il a écrit pour l'opéra, des romans, hein, bien sûr, pour le cinéma, beaucoup aussi. Et puis, j'ai dit l'opéra. Et puis, ah oui, ce qu'il m'a confié tout à l'heure, c'est qu'il a commencé à écrire en Afghanistan tout petit. Tiens, il faisait des pièces de théâtre, il les mettait en scène et tout et tout. Oui, c'était à l'époque quand il y a eu le coup d'État des communistes. Mais évidemment, dans chaque lycée, dans chaque école, on nous demandait de mettre en scène ou de faire une pièce de théâtre. Et moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais choisi une nouvelle de Tchekhov qui s'appelait le Caméléon. Et je l'ai fait. Mais normalement, je devais le présenter 5 fois. Mais juste après la première représentation, le bureau de jeunesse communiste est venu me dire que non, c'est fini, il n'y aura plus. Parce que, heureusement qu'ils n'ont pas complètement étouffé ta vocation. Ben voilà, après. Ça aurait été vraiment dommage. Alors on va commencer peut-être avec Laurent Godet, qui est un grand habitué du festival, donc je ne vais pas refaire toute sa biographie. Ce livre s'intitule Zem, c'est une suite du roman précédent, mais comme je le disais tout à l'heure, les deux peuvent se lire indépendamment. C'est quand même... on peut dire un genre un peu nouveau pour toi, Chien 51 et Zem. Alors que tu n'es ni amateur de science-fiction, pas spécialiste de science-fiction, ni de policier, non. Mais en fait c'est science-fiction policière à la limite. Ben oui, la vie est courte, donc il faut, faut essayer de s'amuser. C'est effectivement un pas de côté par rapport à mon travail habituel, et je dis un pas de côté au sens où je le savais. C'est bien pour ça que je voulais aussi y aller. Il y a des choses dans le polar et dans la dystopie qui m'intéressaient, mais très clairement c'est pas mon territoire privilégié. Donc je pense aussi que c'est une parenthèse qui va maintenant se refermer. Il n'y aura pas une suite ? En tout cas,
j'ai des tas d'envies, des tas d'autres histoires qui se font plus pressantes que ça. Je pense que quelque chose s'est ouvert en revanche et que j'y reviendrai certainement, soit à la dystopie, parce que c'est vrai que cette manière d'essayer de questionner aujourd'hui en passant par demain m'intéresse, m'a appris plein de choses. C'est une manière de regarder le monde dans lequel on vit qui me semble assez enrichissante en fait. Et donc j'y reviendrai sûrement, mais ça pourrait être, je sais pas, un poème dystopique ou une petite nouvelle, voilà. Et puis après il y a la question du personnage. Est-ce que ce Zem, puisque c'est le nom du personnage, Zem Sparak, est-ce qu'un jour j'y reviendrai? C'est pas impossible. Moi j'aime beaucoup, ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie d'auteur quand c'est les personnages qui décident. Donc si Zem frappe à la porte, je lui ouvrirai. Alors justement, Zem, tu lui donnes son prénom dans le titre de ce livre, alors que dans le livre précédent, c'était Chien 51, c'était Chien, c'est parce qu'il était policier, et 51, c'était son matricule. Pourquoi être passé de ce matricule à ce prénom? Parce que je voulais que le diptyque raconte quelque chose d'un retour à soi. Alors c'est difficile d'en parler sans tout griller immédiatement, mais disons que Zem Sparak est un personnage qui est né en Grèce, qui est grec, qui était grec. Et puis, il se trouve que la Grèce, dans ce monde-là, a été vendue, achetée par une grande entreprise mondiale, et sous-vendu en lot, et la Grèce n'existe plus. Et il n'y a plus de Grecs, ils sont tous maintenant dans cette grande ville de Maniapol. J'aimais bien que ce personnage porte en lui comme ça le souvenir d'un pays qui a disparu en fait. Il est le seul, ils sont encore quelques-uns, il y a quelques Grecs, mais ce sentiment d'être d'un monde englouti était pour moi la clé de ce personnage. Et simplement le diptyque entre Chien 51 et Zem, c'est effectivement, au début, dans le premier livre, on le prend dans sa fonction de policier. Je voulais que dans le deuxième livre, ça remonte un petit peu, on soit un tout petit peu moins dans la dystopie et qu'il aille du côté d'un retour à lui-même, retour qui n'est pas totalement possible, c'est-à-dire qu'il aura passé plus de 30 ans dans cette grande ville de Maniapol, c'est-à-dire la grande majorité de sa vie finalement, donc la Grèce est un lointain souvenir, mais la question du retour, quelle que soit la forme qu'elle puisse prendre, est une question fondamentale parce que c'est une question de combat en fait. L'idée qu'il y a en Zem, c'est que même si à la fin il parvient à clore la parenthèse de Maniapol, ne serait-ce que pour les, 5 dernières minutes de sa vie, c'est une manière d'avoir, non pas gagné, mais au moins de ne pas avoir été mangé tout entier par Maniapol et tout ça. Donc la question du retour est une question essentielle parce qu'elle porte une charge de combat. Et c'est pour ça que ce Zem-là est un pas vers ça. Alors quand on le découvre au début, il va pas bien. Hein. Il va pas bien, il est désespéré, il a qu'une envie, c'est mourir. Il a été embauché par un personnage important de Maniapol pour s'occuper de sa sécurité. L'autre, tout de suite, tu sens quand même. Enfin, moi, j'ai pas du tout aimé Barzoc, hein, parce que tu sens tout de suite que Barzoc, il est pas clair, quoi. Il vient chercher Zem en lui disant carrément, un mec qui est prêt à mourir, moi ça me va parce qu'il va me protéger. Donc si on m'attaque, il va mourir à ma place, en quelque sorte. Mais oui, mais parce qu'il est garde du corps. Donc, un garde du corps prêt à mourir, c'est l'idéal, c'est le CV parfait. Donc oui, pour Barzoc, Zem est un. Non mais c'est vrai que cette question de la. Alors il y a deux choses. Cette question du personnage qui veut mourir et n'y parvient pas. Moi, ça m'a amusé de retourner. La plupart du temps, c'est plutôt le contraire. On essaye tous de vivre le plus longtemps possible et de surtout d'échapper. Lui, il est dans une logique, mais comme un espèce de Sisyphe. Il voudrait que ça se termine. Il le voulait à la fin de Chien 51. Il n'y parvient pas. Et donc, c'est sa malédiction, en fait, c'est de ne pas réussir à terminer. Et puis, la dernière chose que tu disais, c'est que c'est vrai que j'avais très envie d'un personnage fatigué, en fait. Et il y a eu plusieurs fois, comme ça, dans mon travail, je m'en rends compte maintenant, de ce motif-là du personnage. Je pense à Eldorado, le commandant Salvatore Piracci est un personnage qui est fatigué de lui-même, qui se quitte, qui essaye de se quitter.
Ça, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup et qui a aussi beaucoup fait que j'ai été très bouleversé par le livre d'Attic, parce que je pense que c'est au cœur de son livre aussi. La lassitude, la question de la lassitude, je pense qu'on va en parler. C'est peut-être le seul point commun qui est entre nos livres si différents, parce que c'est vrai qu'entre une dystopie et le livre d'Attic, il n'y a pas grand rapport, sauf cette question, effectivement, de l'épuisement de soi ou de l'épuisement qu'on ressent du monde. Et moi, j'aime bien les personnages fatigués. Oui. Mais est-ce qu'il croit vraiment, lui, au départ, à Barzoc? Est-ce qu'il lui fait vraiment confiance au départ, puisque Barzoc, c'est l'homme qui porte une forme d'espoir, on peut dire. Il incarne le renouveau, il veut abolir les différences de classe, réunifier la ville, il porte des grands travaux, des grands... Ben oui, il est bien, Barzoc. Toi, tu l'aimes pas, mais il est bien. Mais moi, je l'aime pas, je sais pas, il est bien quand même. C'est une ville totalement dystopique dans Chien 51 où tout dysfonctionne. En tout cas, la zone 3, c'est une ville qui est découpée en 3 zones. La zone 3 est une zone totalement dysfonctionnelle et pauvre et abandonnée. Au début de Zem, c'est mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, ce personnage qu'on avait vu dans Chien 51 est devenu un personnage de grand pouvoir et il a lancé les grands travaux. Donc, on repeint les bâtiments en blanc pour la réverbération du soleil. On réintroduit du monde animal dans la ville. On végétalise. On fait des vaches pucées. Oui, il y a des vaches pucées dans la ville. Ça nous ramène peut-être à l'Inde d'Attic aussi. Non, mais c'est bien au début. C'est mieux qu'à la fin de Chien 51. Ce personnage porte au moins une envie de changement. Après, oui, on est dans un polar, donc il n'est pas non plus tout blanc. Et donc, il va se passer quelque chose justement au moment de... Alors, on attend l'arrivée d'un bateau, et c'est très très important, d'un cargo. C'est un chasseur d'iceberg. Et c'est très important qu'il revienne parce que la ville, il y a quand même des pluies acides encore, tout n'est pas vraiment très rose. L'eau va manquer, ça c'est sûr, les gens sont un peu assoiffés. Et là, on fait venir un bateau porteur d'un iceberg énorme qu'on va découper et mettre en bouteille. Et tout le monde est là, les journalistes, tout ça, c'est un événement. Et à ce moment-là, arrive quelque chose qui va faire évoluer l'histoire. C'est un container qui va s'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on y voit? Je te laisse dire. Il y a 5 cadavres dans le container et c'est effectivement le début de l'enquête. Qui est une enquête qui... il y avait aussi une enquête dans Chien 51. Les deux enquêtes n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Dans les deux cas, il y a un ou des morts et il s'agit aussi de trouver qui a tué qui et pourquoi. Mais dans les deux cas, il y a un point commun, c'est que cette enquête va amener les deux personnages qui enquêtent, c'est-à-dire Zem et Salia, à aussi dévoiler quelque chose du monde qui les entoure. En fait, c'est pas seulement d'essayer de trouver qui est le criminel, c'est en essayant de trouver qui est le criminel, il y a une forme d'interrogation sur comment marche ce monde dans lequel ils vivent, qu'est-ce qui est derrière tout ça. Donc c'est aussi une manière d'aller un peu plus profondément dans le fonctionnement de Maniapol. Et juste sur la question de l'eau, j'ai pas imaginé quelque chose de très apocalyptique où les gens seraient tous assoiffés en permanence. On n'en est pas encore tout à fait là dans Zem. On en est plutôt à ce que effectivement ce chasseur d'iceberg. Alors je vous informe que ça existe. Je n'ai pas inventé ça. Il y a des chasseurs d'iceberg. On en est déjà un tout petit peu là. Ramène cet énorme bloc du Grand Nord. Et effectivement, ça va être fondu, mis en bouteille. C'est plutôt un marqueur social. C'est-à-dire que c'est très chic d'avoir des bouteilles qui viennent du Grand Nord. Et il y a des listes d'attente parce qu'il y a déjà des gens qui ont commandé leurs bouteilles. Moi, j'aime bien cette notion-là. Non pas... tout à l'heure, j'étais dans un restaurant et au dessert, on m'a amené des fraises pleine terre. Et c'était dit, c'était annoncé comme quelque chose de bien et de chic. D'ailleurs, ça l'était. Elles étaient pleines de terre? Non, elles étaient simplement, elles avaient poussé dans la terre. Je veux dire, il y a un moment donné où les marqueurs disent quelque chose de notre monde. On est dans un monde où dire de la fraise qu'elle est pleine de terre, c'est déjà un peu chic et ça devrait être juste normal. Moi, mon eau, c'est pareil. C'est-à-dire que boire de l'eau dans des bouteilles, ça devient quelque chose de Alors tu dis aussi que ta dystopie, elle n'est pas si éloignée de notre monde. Tu n'as pas inventé, tu dis des choses extraordinaires. Enfin, il est quand même question de médicaments qui s'appellent masrapédine, un anticholinergique.
Ça existe, hein. J'ai su, parce qu'en plus je ne sais pas l'écrire. Donc, Les pop drones. Non, les pop drones, Les pop non. drones, ça n'existe pas. Pas encore. Alors les pop drones, ils tombent du ciel et puis c'est de la propagande. Voilà, oui, enfin de la propagande ou de la publicité. Je pense que ça va pas tarder. C'est-à-dire que c'est utiliser le drone aussi à fin publicitaire. Donc les petits drones qui passent dans la rue et puis qui lâchent une affiche ou qui lâchent un son, un slogan. Alors on parle de lithium et de ressources ressources rares comme ça et importantes. Des policiers qui travaillent pour une société un peu bizarre qui s'appelle Night Force et qui a pour objet d'assainir. Alors assainir, on se dit c'est pour la propreté. Ah ben oui, c'est assainir, mais se débarrasser des rebuts des hommes et des femmes et même des enfants. Qui sont des rebuts. Il y a les vaches pucées, comme je disais tout à l'heure. Il est question de guerre de pouvoir, mais ça, c'est partout, hein, n'est-ce pas? De laisser pour compte, de manipulation, de mensonges. Ben, c'est vrai que c'est pas si éloigné de notre monde, hein, finalement, quand on y réfléchit. Non, et il y a alors quelque chose qui fait le lien avec le livre d'Adama aussi, il est question de nuages et de harponnage de nuages, mais ça aussi, j'ai découvert avec stupéfaction que ça existait. Il y a des gens qui réfléchissent sur de l'ingénierie environnementale, et en fait, les Américains ont déjà testé ça, notamment pendant la guerre du Vietnam, paraît-il, où ils ont réussi à inonder des zones en faisant pleuvoir. Donc c'est des choses qui ne sont pas totalement dans un monde très très lointain, c'est des choses en travail, moi j'ai envie de dire, ça n'est pas encore régnant, dominant dans notre quotidien, mais c'est déjà en recherche d'une certaine manière, et ça m'a fait penser quand j'ai lu le texte d'Adama, effectivement avec ce très beau moment du début de son texte sur le combat du nuage, il y a quelque chose dans ces forces-là qui sont des forces normalement auxquelles l'homme ne touche pas, ne peut pas toucher, et qui aujourd'hui deviennent des forces qu'il est capable d'assimiler à son intelligence, à sa pratique, en faire des instruments, en faire des outils. Et ça, c'est voilà, je pense qu'on va, j'allais dire malheureusement, on va vers ça. Donc la question de ce que l'homme peut toucher ou ne peut pas toucher est une question qui est toujours en devenir. Et dans ce monde-là, effectivement, c'est amusant de pousser un petit peu le curseur plus loin pour imaginer un monde qui s'est approprié l'inappropriable. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on ne va pas vous le dire. Non, c'est mieux de ne pas le dire. Et j'ai pas parlé quand même d'un autre personnage qui est important aussi dans le livre, c'est Salia, la policière, qu'on retrouve aussi, hein, qui était déjà dans Chien 51. Juste quand même un mot sur c'est fou quoi, sur cette partie du Groenland qui a été achetée. Là aussi, ça a été, tu dis ça, ce cargo revient de cet endroit. Oui, alors je vous jure que quand j'ai écrit la première version de Zem, Trump n'était pas encore réélu et donc il n'avait pas encore eu... Tu lui as donné une idée? Non, j'espère pas. Non, il n'a pas lu mes manuscrits. Mais non, mais c'est une très bonne illustration que moi j'ai ressentie là de manière évidemment très forte et un petit peu vertigineuse que le monde va plus vite que la fiction. En tout cas, le monde en ce moment va plus vite que la fiction. C'est aussi quelque chose dont on parlera peut-être avec Atik. J'ai l'impression que le monde nous fatigue aussi en ce moment beaucoup parce qu'il va très très vite et j'aurais jamais imaginé qu'effectivement, en l'espace de 3 ans, c'est-à-dire entre le moment où Chien 51 est sorti et le moment où Zem est sorti, des choses auxquelles moi j'avais pensé comme un auteur dans son coin, à se dire ça serait quand même marrant qu'ils aient racheté le Groenland, ou qu'un pays soit privatisé, ce qui était le cœur de Chien 51. Et là, effectivement, on se rend compte que Trump veut le Groenland, il a racheté, lui et son clan, une île au large de l'Albanie. Enfin, cette question de la prédation du territoire, elle est à l'œuvre, et effectivement, ça va très vite, oui. Je crois qu'on va enchaîner tout de suite avec Adama, du coup. On peut enchaîner autour de cette question de l'épuisement d'un monde, mais d'abord, je vais vous présenter Adama Diop. Vous êtes comédien, metteur en scène et auteur. Vous travaillez entre le Sénégal et la France. Au théâtre, vous avez joué sous la direction de metteurs en scène tels que Franck Castor, Julien Gosselin, Thiago Rodriguez, Jean-François Sivadier, mais aussi au cinéma, aux côtés d'Isabelle Huppert, Jeanne Balibar, Isabelle Carré. La transmission a une place importante dans votre travail et aussi dans votre écriture. Vous êtes le fondateur d'une école à Dakar qui s'appelle l'EIAD et qui forme des interprètes de théâtre et de cinéma. Et en tant qu'auteur et metteur en scène, vous avez créé une première pièce, Fajar ou l'Odyssée de l'homme qui rêvait d'être poète, qui est éditée chez Actes Sud Papier. Et puis, vous êtes en ce moment à pied d'œuvre, peut-être déjà en tournée, je ne sais pas, avec celle-ci, L'Apocalypse d'Adam et Aimé, éditée chez Actes Sud aussi, et sur laquelle nous allons échanger. Donc c'est un texte de théâtre très bref, très intense, très poétique aussi, dans laquelle Adam, qui ici serait peut-être le dernier homme, chante la fin de son époque
et transmet son monde en mauvais état à Aimée, sa fille, qui prend le relais de son souffle pour essayer d'étirer un monde nouveau. Ce monde épuisé, elle va essayer de le relever par la force du poème. Et c'est un texte qui s'appelle, donc c'est une apocalypse, c'est un texte qui s'inscrit vraiment dans le genre apocalyptique. Et ma première question serait à ce sujet. Donc il y a plusieurs textes apocalyptiques dans la Bible, notamment le dernier texte. Qu'est-ce que ce genre vous a permis d'exprimer et pourquoi vous vous êtes appuyé sur ce genre pour articuler votre parole? Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être là. D'abord, dire que la toute première inspiration du texte, c'est Monet. C'est la vision de toute l'œuvre de Monet, et cette sorte de... pendant toutes les dernières années de sa vie, presque comme une obsession, le fait de peindre Givernet. Et en fait, ça m'a inspiré comme une sorte de travail inépuisable de devoir raconter le monde qui allait mourir. Donc ça part de ça. Et donc, effectivement, quand j'ai commencé à écrire le texte, il m'est apparu très clairement que le personnage d'Adam, pour moi, devait être un personnage qui allait incarner, non pas le premier homme sur terre, mais le dernier homme, et qu'il était impuissant, témoin d'un monde qui s'effritait, et dont il était conscient, dont il était acteur lui-même, et qui ne pouvait absolument rien faire. Et j'aimais bien l'idée aussi de tendre poétiquement la main à une génération qui allait arriver bien plus tard, parce que sa fille est née quelques générations plus tard, et répond à son père, répond en effet sur comment l'humanité n'a pas réussi à aller au bout de sa vie, et le rassure en lui disant, par contre, maintenant, ça va aller. Et cet espoir-là, ce rêve-là, j'avais besoin de passer par ce style très particulier, qui est effectivement le récit apocalyptique, pour raconter l'histoire de ces deux personnages. Et on retrouve des accents, des textes qu'on connaît dans la Bible, et il y a quand même une singularité, c'est que Adam, donc ce dernier homme, il commence par raconter effectivement un combat avec un titan, et puis après il récapitule et il revient sur son enfance africaine, il raconte une migration dans les villes du Nord, et il y a une espèce de procès de cette ville qui serait comme coupée de l'ordre naturel, et puis à un moment donné tout ça s'effondre, et il y a un grand retour. Et vous dites qu'il y a un retour vers l'Afrique, et que là l'humanité renoue avec quelque chose. Avec quoi l'humanité renoue dans ce retour-là, selon vous? J'aime bien m'amuser aussi à raconter le monde qui nous entoure, ce que tu racontais, Laurent, tout à l'heure, sur un monde aussi qui est très fatigué. Et je pense qu'aussi qu'il est fatigué en partie par une très grande force de vouloir raconter la division entre les humains, notamment la division entre, j'aime pas ce mot race, mais en tout cas cette sorte de cliché qui accompagne cette envie, en tout cas politique, de diviser les peuples, les histoires. Et c'est vrai que l'idée de repartir à l'origine, c'est-à-dire que l'humanité, parce qu'il y a un proverbe chez moi au Sénégal qui dit « Si tu vas jusqu'à ne plus savoir où tu vas, retourne d'où tu viens ». Et donc je mets bien que l'idée que ce peuple, le peuple du monde, perdu à la fin des temps, retourne en Afrique, retourne dans sa terre d'origine et renoue avec quelque chose qu'on nous a pendant très longtemps inlassablement raconté, que qu'il y avait une séparation entre l'intelligence, la beauté, la créativité, l'inspiration. Et donc j'aime bien cette idée-là. Et donc effectivement, Adam est né en Afrique, je ne précise pas quel pays, et l'idée qu'il a été témoin aussi de cette génération qui est repartie là-bas pour renouer avec... et surtout, ce qui était aussi intéressant, c'est il y a un moment donné où, dans le livre, il y a le soleil qui arrive inexorablement et qui brûle la peau de tous les humains. Donc il n'y a plus de distinction entre les humains. Tout le monde repart, bredouille de l'idée de ce que serait être plus de différence entre les humains désormais. Et au cœur du livre, c'est dit dès le titre, c'est vraiment un geste de transmission. Et on parlait tout à l'heure du fait que vous travaillez aussi sur cette question du rituel, et que pour vous le théâtre est une forme de rituel. Et en quoi, selon vous, c'est important à un moment donné de ritualiser par la poésie, par le livre, par la scène, cet acte de transmission d'une génération à l'autre? Adam, sur son lit de mort, pense que la poésie est morte. Il pense que l'humanité a préféré la science, a préféré le capitalisme, a préféré l'excavation, a préféré tout un tas de choses, raser les forêts, et que donc la poésie, de fait, n'existait plus. Et quelques générations plus tard, sa fille naît en lui disant non, la poésie persiste. Et en réalité, presque d'une manière un peu maternelle, lui dit « Papa, tu as été un peu naïf ». Puisque la poésie est partout, même dans la guerre, même dans la violence, même dans le feu, même là où on ne l'attend pas, la poésie
subsiste, la poésie est là. Et donc effectivement, cette transmission-là autour de la littérature, autour de la langue, autour de la poésie, était extrêmement importante pour moi de peut-être mettre la poésie comme un dernier rempart de la violence du monde, de la violence d'une certaine humanité, et de mettre ça comme finalement le dernier défi de l'humanité, préserver à tout prix la poésie. Il y a... Laurent voulait Ah bien intervenir. sûr, allez-y. Pardon, non, juste, Maët a commencé la rencontre en parlant du fait qu'on avait écrit les uns les autres du théâtre, roman ou différents genres. C'est une chose qui m'a beaucoup touché dans ton texte, c'est justement cette j'allais dire bâtardise, mais dans ma bouche, c'est une qualité du texte. Il est destiné à la scène, mais il y a cette adresse qu'on ressent très fort, qui est à la fois celle de l'héritage, mais aussi de l'adresse à nous, lecteurs ou spectateurs. Et puis, en fait, dans une forme poétique qui est pas loin de l'épopée, puisque c'est l'Apocalypse. Et c'est vrai que moi, je me sens personnellement très proche de cette manière aussi de définir un territoire d'écriture qui soit carrefour par rapport au romanesque, à l'épique, au dramaturgique. Et ça me plaît beaucoup. Et ce que tu disais sur la poésie, je me demande si aussi le monde asséché dans lequel on vit parfois n'est pas aussi asséché parce qu'il a chassé le mystère, en fait. Et la poésie est la forme littéraire qui fait le plus de place au mystère. Donc moi, je vois un très grand avenir à la poésie dans les décennies qui viennent, parce que je pense que c'est une forme littéraire qui va nous représenter du mystère, alors que le monde autour de nous en présente si peu, puisqu'on l'a nous-mêmes tué, ce qui est un grand crime dont on n'a pas encore fait la liste, en fait. Absolument, je suis absolument d'accord. Et puis, il y a quelque chose qui est de l'ordre, je dirais, de l'entre-deux, qui est passionnant pour la poésie, en mon sens. Et quand tu parles de mystère, pour moi, tu touches vraiment le mot qui me passionne quand j'écris. Parce que parfois, paradoxalement, on vit un moment de paradoxe. Je vous donne un exemple. Pour mon premier texte, je pars en Grèce pour écrire. Je pars sur l'île de Lesbos, là où il y a un des plus grands camps d'immigrés, de réfugiés au monde, la Moria. Et c'est terrible. Je vis une expérience extrêmement difficile dont on ne m'a pas préparé et dont très peu de gens, d'associations partent pour voir vraiment ce qui se passe. Très difficile. Et pourtant, dans cette grande douleur de voir ça, je me retourne et à un moment donné, je vois des enfants qui jouent à l'eau. Et c'est sublime, parce qu'il y a un soleil qui se couche, les enfants rient aux éclats. Et pour moi, c'est ça la poésie. C'est cette tension-là entre la violence et la pure beauté, entre le sublime et le néfaste. Et effectivement, être à cet endroit-là, je pense que la poésie a de longs jours, puisque pour moi, c'est une des formes assez archaïques finalement, hein, comme le théâtre, où d'un coup, les humains peuvent se retrouver autour d'un rituel pour raconter le monde et pour raconter ce qu'ils traversent. Et il y a une autre dimension de la poésie, c'est sa capacité à être transmise oralement. Et vous, quand vous écrivez, là, vous parliez tout à l'heure, Laurent Godet, de l'adresse, vous pensez déjà à cet acte théâtral, le fait que ça va être un texte adressé, ou ça vient dans un second temps ? C'est très juste. Moi, je viens d'une culture orale, c'est-à-dire que pendant très longtemps, au Sénégal et sur le continent africain, la transmission a été orale. Et j'aime bien l'idée d'écrire comme on parle aussi. C'est-à-dire que l'idée d'écrire pour quelqu'un qui lit à haute voix, mais aussi étant aussi acteur dans l'idée déjà de dire ce texte. Donc de fait, ça donne un rapport très particulier quand on écrit, parce que par exemple, la langue wolof, qui est ma langue natale, est une langue très imagée. Et donc effectivement, la question du rythme, la question de comment finalement ce texte va être mis en bouche, va être mis en musique, est déjà là quand j'écris. Donc effectivement, la question de l'oral et de l'écrit, la question de la transmission aux générations futures, mais aussi à des spectateurs, finalement, est un endroit où je travaille, tout à fait. Ben, je pense qu'on peut vous entendre en lire peut-être un extrait. Je vais le transmettre, là, c'est tout souligné. Voilà. Et c'est pour vous transmettre un peu le moment, c'est donc Adam assiste à la fin de son monde, il transmet le futur à Aimée, l'avenir sera féminin, il le dit, et puis Aimée, quand elle naît, elle apprivoise petit à petit ses sens, et puis elle se rend compte peut-être qu'elle ne part pas de rien, et qu'elle est précédée d'une longue lignée. Et cette lignée, elle va l'énumérer. Je retourne dans le temps. Je puise dans l'archéologie de la douleur. Je marche et je foule la terre d'Escravos, de Nagpur. Je marche au bord de la rivière Matolé, sous les séquoias millénaires de Humboldt. Je foule la terre de Gorée, d'Ubangi-Chari, de Dar es Salaam, de Maputo, du mont Hogar, d'Abyssinie, de la vallée de l'Awash.
Je marche avec comme unique tunique ma peau et je maudis tout regard. Je marche avec les madresses de la place des Maillots. Je suis une mère de caillards empêchant ses enfants d'accomplir la funeste traversée. Je suis la mère du Rwanda violée et forcée d'assassiner son enfant de la haine. Je suis les femmes d'Under qui ont préféré s'immoler par le feu plutôt que d'être réduites en esclavage. Je suis Lucie. Je suis Gaïa, mère de Zeus. Je suis Marie-Madeleine. Je suis Tin-Hinan, ancêtre des Touaregs. Je suis Nefertiti, reine d'Égypte. Je suis Kaïna, Aline Sitoé Diatta. Je suis Nana Triban. Je suis Hottentot, Vénus aux formes généreuses et magnifiques, vendue, exposée, utilisée. Mon nom est Sarche Bartman. Mon nom est Kimpavita, prophétesse du Congo. Je suis Solitude, la mulâtresse de Pointe-à-Pitre. Mon nom est Rosalie. Je suis Ndagaba, la guerrière. Je suis Nyirarumaga, la poétesse. Je suis Zinga. Je suis Ya Ashantiwa. Je suis Yenega, l'Amazone mère du peuple Moussi. Je suis Nandi, reine Zoulou. Je suis le sang de la mère répandue par le fils. Je suis Ablapoku, reine Ashanti, qui du sacrifice de son enfant a fait naître le peuple baoulé. Je suis Aouditou, la reine des rois. Je suis Taïtou, née de la poussière des ruines d'Aksum et Gondar, mère d'Abyss Abeba. Je suis Sarawina, la sorcière. Je suis Makeda, Balkis, reine de Saba. Je suis un poème d'amour. Je suis le cantique des cantiques. Merci beaucoup. Si vous voulez en entendre plus, demain à midi au chapiteau L'Escale, il y aura à la fois un entretien et puis une lecture, j'imagine, développée du texte. Merci beaucoup. Donc en face, hein. Merci, merci Adama. Alors on va parler maintenant du livre d'Atik Rahimi. Alors vous le connaissez, je pense tous, mais on peut rappeler qu'il est exilé afghan à Paris depuis les années 80. Naturalisé français. Il s'est imposé comme un auteur contemporain incontournable, aussi bien pour son œuvre romanesque, mais aussi pour cinématographique. Il jongle toujours entre le persan et le français au fil de ses œuvres, parce que le persan, il est toujours là, dans sa vie, dans son cœur. Et voilà. Et son premier roman, Terre et cendres, paru chez POL en 2000, voilà. Après 8 ans plus tard, sa plume est récompensée du prix Goncourt, lui aussi, pour son roman Sindji Sabour, Terre de patience, où il dévoile la voix d'une femme dans un pays qui ne cesse de la réduire au silence. Et là, un livre adapté au cinéma aussi. Et alors là, c'était une adaptation, une pure merveille, je crois. Hein. C'est pas toujours réussi, hein, les adaptations de livres au cinéma. Je ne poserai pas la question. Cette année, Atik signe un récit très personnel où la fiction et la réalité se mélangent, et ça s'intitule Kabuliwala, c'est moi, paru donc chez POL, toujours en 2026. Et c'est parti d'une nouvelle de Rabindranath Tagore, qui était un poète, romancier, dramaturge, philosophe de langue bengali et anglaise, mais aussi peintre et compositeur, prix Nobel de littérature en 1913. Et j'ai entendu quelque part dans une interview que c'est ton père qui t'a fait lire cette nouvelle quand tu étais jeune ? Non, c'est que j'ai retrouvé mon père quand j'avais 15 ans en Inde. Voilà, pour que j'apprenne le hindi et l'anglais. Donc, il m'a présenté un prof qui voulait m'apprendre ces deux langues à travers cette petite nouvelle de Tagore, 5-6 pages, qui raconte l'histoire d'un Kabuliwala. Kabuliwala, c'est un terme que les Indiens donnaient à l'époque de l'Inde britannique aux Afghans qui venaient dans ce pays-là pour travailler, etc. Et c'est toute petite nouvelle. Hein. C'était un moment où les Anglais essayaient de donner une image assez particulière des Afghans, parce qu'il y avait, après la guerre afghano-anglaise, donc c'était comme toujours les Afghans, des cavaliers farouches, etc. Je crois que Rabindranath Tagore, il voulait donner une autre image de ces Afghans. Donc, et c'est là, il montrait comment cet exilé, comment cet immigré
était, voilà, en ayant laissé derrière lui, dans le pays, sa femme et sa fille, mais en Inde, dès qu'il voit une jeune fille, ça y est, il est troublé parce qu'il pense à sa propre fille. Voilà une histoire très simple, mais qui révèle beaucoup de choses du monde de l'exil, notamment le monde de la culpabilité. En effet, parce qu'un exilé est toujours coupable. Il est déjà coupable dans son propre pays, parce qu'il s'oppose évidemment au régime, à un système, donc il est chassé. Ensuite, dans le pays d'accueil, il est aussi justement coupable parce qu'il n'a pas de papiers, c'est sans papiers, etc. Et quand on finit tout ça, il y a une autre culpabilité qui ronge l'exilé, c'est avoir laissé tous ses proches derrière soi, etc. Donc, c'est ça. Et cette histoire, ensuite, moi, Tagore l'avait racontée du point de vue de lui-même, d'un écrivain qui s'appelle Rabin. Et ça a été adapté déjà Deux fois. Une fois par un cinéaste bengali et une deuxième fois par un cinéaste de Bollywood. Voilà. Moi, je voulais raconter d'un point de vue de cet Afghan, Kabuliwala, mais pas du point de vue de l'auteur, bien voilà, sûr. C'était ça la différence. Voilà. On a parlé de... Alors, je crois que Laurent Godet, qui a lu ce livre attentivement comme il lit tout, a même fait une petite fiche. Donc, moi, j'arrête de bosser et je le laisse faire. Ah, je te jure, c'est vrai. Non, mais je l'ai dit à Attic, j'ai adoré son livre et j'ai été très bouleversé parce que je connais bien le travail depuis longtemps maintenant, depuis Terrescent. Donc, on se connaît bien, mais c'est vrai que là, il y a une zone de je sais pas comment dire, peut-être je vais le dire mal avec mes mots, mais une zone de mélancolie et en même temps de... Si j'étais un prof de gym, je dirais de lâcher prise, mais c'est un horrible terme que je trouve très bouleversant parce que c'est une manière d'ouvrir ce que tu es. Enfin, il y a plein de choses. Il y a aussi le fait que les petits moments biographiques dans le livre naissent d'une forme de fiction, ce que je trouve très original. D'habitude, c'est le contraire. Là, il y a par exemple un moment où le personnage est en prison et tu nous dis que si tu ne racontes pas cette prison et ce moment de la vie de ce personnage, c'est parce qu'en fait, c'est probablement parce que ton père a été en prison. C'est-à-dire que en fait, le moment biographique naît de la fiction, ce que j'ai trouvé un retournement très, très beau. Et puis voilà, il y a cette espèce de lassitude, de douleur d'être au monde, qui très étrangement, je dis ça en sachant que tout de suite, vous allez avoir un mouvement de... En fait, c'est là la magie du livre, c'est-à-dire que c'est presque une tristesse réconfortante. Alors, est-ce que c'est l'Inde qui fait ça, ou est-ce que c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de doux en même temps. Et le livre, d'ailleurs, finit sur une forme d'apaisement, il me semble, qui n'est pas du tout tragique. Il y a quelque chose de... Tout est dur, tout a été dur pour le personnage, mais il y a une forme de douceur aussi dans cette mélancolie qu'on ressent et qui fait que c'est un livre qu'on comprend aussi comme un très très bel objet. Voilà. Parce que le narrateur, ça commence comme le tien en fait. Il a envie de mourir, le narrateur aussi. Le narrateur est un cinéaste. La situation de départ est géniale. Oui, voilà, le début, justement avec comme le personnage de Laurent. C'est un réalisateur qui voulait mettre au cinéma, adapter au cinéma cette nouvelle de Tagore. Et qui tout a foiré au dernier moment. Il est en Inde et vraiment il est désespéré. Il est sur un pont et va-t-il sauter? Ne va-t-il pas sauter? Vous le saurez. Voilà, il essaie de... Mais il est là. Il est là, sauvé par le personnage qu'il aimerait bien filmer. Oui. Donc c'est le personnage qui sauve l'auteur. Donc voilà, mais on est toujours, Laurent, sauvé par nos personnages toujours. Alors justement, comme dans le personnage de Laurent, c'est un personnage fatigué, le narrateur. Il dit, la lassitude dont je parle ne se repose pas. Elle ne s'apaise ni dans un lit, ni dans le silence, ni dans l'oubli. Elle est comme une histoire qu'on a trop racontée et qui ne veut plus être dite. Elle s'accroche aux gestes simples, tracés, mais lassés, répondre à une salutation, sourire quand j'en en pense à rien. Elle fait douter même de la lumière. Non pas que je ne la vois pas, je ne vois plus, mais je ne sais plus pourquoi il faudrait encore la suivre.
Je suis las. Je suis las de fuir des pays que je n'ai jamais quittés vraiment. L'exil me lasse. La guerre me lasse. Pas ses balles, mais ses angoisses, les discours qui la justifient, les commémorations sans mémoire, les enfants qui ne savent plus de quel côté était leur père. Je suis las d'Afghanistan. Et plus encore de l'idée que je m'en suis faite, de cette terre qui m'habite même quand je la quitte. Elle colle à mes rêves, comme un deuil que l'on n'en finit jamais. Un pays qui me suit comme une ombre dans la pénombre. Je suis las de rechercher des âmes errantes dans cette obscurité à qui parler, à qui raconter ce que je ne vois même plus, à qui confier ce qui n'a pas de mots. Ce livre, moi, je l'ai lu comme une sorte de long poème. Je ne sais pas si tu l'as ressenti de cette même façon. Donc, il y a l'histoire de cet homme qui est désespéré parce qu'il ne peut pas tourner le film qu'il avait envisagé de faire, alors que tout était prêt. Il avait énormément travaillé, tout ça pour des histoires de moussons. Oui, les accords, ça arrive tout le temps au cinéma, des accords entre les coproducteurs, etc. Je n'ai pas pensé à te poser la question. Est-ce qu'il porte un chapeau, ton réalisateur ? En Inde, oui, je portais toujours, parce qu'il y avait tant de soleil là-bas. Mais donc moi, c'est bien toi. non, moi, mon chapeau, je le porte depuis l'âge de 11 ans. Ouais. Et donc, quand on dit qu'il est sauvé, on va quand même développer un tout petit peu. Quand on dit que le cinéaste, auteur est sauvé par son personnage, il faut expliquer pourquoi. Comment ? Alors, justement, c'est une longue histoire, mais j'essaie de résumer. Donc, il est sauvé par... quand j'ai travaillé presque 2 ans sur le projet, et j'étais à Calcutta. J'ai tout préparé, et 2 semaines avant le tournage, le producteur indien m'appelle pour me dire que non, on ne peut pas parce qu'il y a un désaccord entre le producteur français, etc. Et à ce moment-là, j'ai su que tout allait finir. Et en plus, j'avais tant de problèmes dans ma vie, etc. Donc, j'étais, politiquement parlant, de tout point de vue, ça allait très très mal. Et à 4 heures du matin, j'ai pris un taxi pour aller à l'aéroport, mais en traversant ce pont, le fameux pont Howrah à Calcutta, je voulais arrêter puis me jeter dans le Gange. Je ne sais pas pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai vu vraiment le cadavre d'une vache qui traversait. Et avec un corbeau qui chevauchait sur ce cadavre. Et là, je lui ai dit, tu veux finir comme ça? C'est pas joli comme mort. Non, c'est trop théâtral, c'est trop... voilà, et j'ai décidé de rentrer à Paris. Donc, voilà, c'était ça. Mais le moment où je me jetais, il y a aussi, après là-bas, il y avait un bateau qui venait. Et là, j'ai dit, ça serait le bateau sur lequel mon personnage pourrait y revenir, etc. Et puis, je suis entré dans cette idée que je pourrais justement filmer de cette manière et que maintenant ce personnage vient me dire que non, reste en vie, raconte-moi. Si tu n'as pas pu faire le film, c'est pas grave. Au moins, tu peux me raconter. En effet, c'est comment le récit nous sauve quand même. L'histoire, on est toujours dans le mille et une nuits. Hein, on est sauvé par nos récits, par ce qu'on raconte. Je considère que toujours chaque réalité, chaque idée, chaque histoire, s'il n'est pas racontée, n'existe pas. Donc toute réalité a besoin d'être racontée.
Alors, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, de ce que tu dis, ce que tu écris à propos de l'Inde. L'Inde n'est pas un sujet que l'on filme. C'est une marée, une présence, un vertige. Et c'est peut-être cela le plus grand piège, croire qu'on peut contenir ce trop-plein dans une image. Oh, oui, c'est vrai que Lui-même, quand il a tourné l'Inde fantôme, il disait que pour tourner en Inde, il faut avoir des nerfs en acier ou n'en avoir pas du tout. Et c'est vrai, c'était maintenant avec cette expérience, j'essayais, alors que l'Inde, c'est le pays du cinéma, ils ont même battu le record de Hollywood. Mais pour les étrangers, quand ils veulent faire un film là-bas, je sais pas, le pays, l'Inde, oui, c'est comme ça. Soit ils vous absorbent, soit ils vous rejettent. Il n'y a pas. Donc, moi, j'étais un peu suspendu entre les deux, entre être absorbé, ou être jeté. Et je crois que cette image du début, c'est un peu cet état-là, un être suspendu. D'ailleurs, dans tous mes livres, après ça, je me suis aperçu que dans tous mes livres, mes personnages sont au début, ils sont suspendus entre l'imaginaire et le réel, toujours. Et je crois que ça, c'est propre à un exilé. Il est toujours suspendu quelque part. Tu écris à un moment aussi, je ne croyais pas aux vies antérieures, parce que ça c'est très important aussi en Inde, mais j'étais venue sans le savoir à la source de quelque chose qui me précédait, cette identité afghane, égarée dans le temps, autrefois gréco-bouddhique, bien avant que l'islam ne vienne recouvrir d'un voile les siècles d'échanges, car tout se mêle toujours, les langues, les visages, les croyances, les gestes, rien ne disparaît vraiment. Tout s'endort, se dissout, se déplace d'une rive à l'autre, à l'image de ces offrandes qui dérivent sur l'eau, ces fragments de soi éparpillés dans l'histoire d'une vie. Oui, c'est vrai que l'Inde, c'était toujours pour moi, enfin, comme toujours pour tout le monde, un pays assez mystérieux, etc. Tout à l'heure, on parlait de mystère. Là-bas, on ne rencontre que du mystère. Hein. Donc, rien n'est expliqué là-bas. Donc, rien n'est expliqué parce que, voilà, là-bas, on ne cherche pas. Il y a un personnage qui s'appelle Rajiv dans le livre, et qui rencontre mon personnage Rahmat. Et Rahmat, il se pose la question, mais comment il est si serein, si détaché? Et justement parce que c'est quelqu'un qui ne se pose pas la question pourquoi. Nous, on est toujours dans ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et là, les Indiens et les taoïstes, ils disent agir sans se demander pourquoi, c'est ce que j'appelle être au présent. En effet, quand on vit dans le présent, quand on vit dans le réel, on n'a pas besoin de poser. Dès qu'on se pose la question pourquoi, ça y est, on est parti soit vers le passé, soit vers le futur. Donc, et je crois que ce pourquoi, ça nous amène toujours à des sortes de fiction. Et tout à l'heure, tu as parlé du livre justement de Laurent, son livre de futuriste. Mais ce qui toujours me frappe chez Laurent, c'est que même quand il part du passé, de très lointain, qu'on parle d'Alexandre le Grand, etc., mais j'ai l'impression qu'il parle d'aujourd'hui et de moi et de ce qui se passe. Et même dans ces deux livres de science-fiction, je vois tout ce qui se passe aujourd'hui. Appelfeld disait une chose extraordinaire. Il dit le roman, il parle du passé, du présent et de l'avenir. Sinon, ça serait soit de l'histoire, soit de journalisme, soit justement la science. C'est tout. Mais c'est dans le livre de Laurent, je vois toujours ce mélange, même quand il parle. Et c'est pas pour rien qu'il est très attaché au temps présent. Donc il écrit, c'est toujours au présent. Il n'a jamais écrit au passé. Non, effectivement, oui, c'est vrai. Voilà, que c'est un pont entre l'avenir, et le futur et le passé, en effet. Et voilà.
Est-ce que je peux ajouter une petite chose? Bien Alors, vous allez sûr. croire que c'est un ping-pong, mais non, c'est juste en écoutant Attic sur la question, une question qui me touche énormément, c'est celle de la suspension. Parce qu'effectivement, son livre commence, il l'a dit, sur cette situation tragique de quelqu'un qui veut en finir et qui est sur ce pont, hésite, attend. S'ouvre alors un temps de la narration, puisqu'effectivement, dans la tradition indienne, d'une certaine manière, on n'est pas loin du Bhagavad Gita, où tout d'un coup, le temps s'ouvre, et c'est très beau parce que ce temps-là, celui où on ne fait pas le geste, où on le repousse de quelques secondes, est aussi un temps dans lequel tout est contenu. C'est un temps immense qui s'ouvre. Il a le temps de nous raconter une histoire, on a le temps de défiler de 200 pages, et c'est le temps de la clairvoyance quand même aussi, quelque chose. Et ce que je trouve très beau dans le livre, c'est qu'au fond, cette question de la suspension, qui au début est une question tragique, douloureuse, parce que le personnage et le narrateur est dans ça, au fond, j'ai l'impression que ton livre, dans son entièreté, représente exactement une suspension du temps, pour nous, lecteurs, qui prenons 2 heures à lire ça, pour toi qui as pris le temps de l'écrire, par rapport au tumulte du monde qui nous entoure, et comme on se connaît bien et qu'on se parle de temps en temps, je sais à quel point, comme moi, tu es frappé par cette accélération politique en ce moment qui fait qu'on est épuisé, et j'ai vraiment l'impression que Kabuliwala se situe aussi comme une manière de suspendre les choses et de dire on prend le temps de redéployer du narratif. Et ça c'est aussi ce qui fait qu'on en sort plus fort d'une certaine manière et plus réconforté. Eh bien, ce sera la conclusion de ce plateau, qui était fort intéressant, parce que quand les écrivains se mettent à parler entre eux, c'est génial. Voilà, donc on va rappeler les livres dont on a parlé. L'Apocalypse d'Adam et Aimé de Adama Diop, aux éditions Actes Sud, papier. Kabuliwala. Kabuliwala, c'est moi, paru aux éditions POL et signé Attic Rahimi. Et puis Zem de Laurent Godet, et puis vous pouvez lire maintenant aussi Chien 51 en livre de poche. Voilà, merci et merci à vous tous.